nous sommes de retour au Globe et je voudrais inviter Monsieur Lucio Rossi. Monsieur Rossi, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Globe, bienvenue à la Nuit européenne des chercheurs. Merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis responsable des aimants Supra, de l'ELAC. J'ai participé au design, à la construction. Et maintenant, je suis une des personnes responsables pour l'amélioration de l'ELAC. Pendant que l'ELAC marche, on pense déjà à son futur. D'accord, vous êtes un des seigneurs des anneaux. Oui. Si vous voulez vous asseoir, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots, et s'il vous plaît en français, ce qui a été dit au sujet du laboratoire JET à Oxford? Oui, bien sûr. Le JET, c'est un grand laboratoire européen pour la fusion thermonucléaire. Donc, c'est un laboratoire dédié à chercher voler l'énergie du Soleil, l'énergie des étoiles, et chercher de l'avoir ici sur la Terre dans une façon absolument contrôlée. Et c'est très difficile. Pour faire cela, il faut rejoindre des conditions très difficiles de la matière. Cette matière, on l'appelle plasma, comme il y a la matière solide, liquide, gazeuse, et il y a un quatrième état de la matière qui s'appelle plasma. Et donc, le JET, c'était une grande entreprise, il y a une vingtaine d'années, il a fédéré toute l'Europe, et ils ont obtenu des conditions jamais gagnées jusqu'à ce moment dans ce domaine. Ce projet, il a permis donc de faire les prochains pas, que c'est le projet ITER. Pourquoi c'est important, comme était souligné, ce type d'énergie? Parce que c'est une énergie de type nucléaire, mais absolument propre. Déjà, typique de l'énergie nucléaire, il n'y a pas d'effet de serre, donc on ne produit pas de gaz carbonique. Ça, c'est très important. Et en plus aussi, par rapport à l'autre énergie nucléaire, le problème des déchets radioactifs est très, très fortement réduit par rapport à l'autre. Parce que justement, dans ce cas-là, on parle de fusion. En quelques mots, qu'est-ce que la fusion par rapport à la fission? Fission. Alors, dans les centrales nucléaires classiques, telles qu'on a la France, je pense 70, 75, on prend des noyaux d'uranium, un type particulier d'uranium, un isotope particulier, on les casse. La fission, c'est casser cet noyau, et de cette cassage, de cette rupture, on gagne de l'énergie. L'autre façon de faire, c'est la fusion thermonucléaire, dans laquelle je prends l'élément le plus léger qui existe, l'hydrogène, et notre monde est fait principalement d'hydrogène, tout l'univers. Les éléments plus légers, on prend 4 noyaux, c'est seulement un proton. Le proton, c'est l'élément qu'on accélère dans les lacets, c'est vraiment le plus simple. On prend 4 protons et on les met ensemble. On les met ensemble, en se fusionnant, ils deviennent un noyau d'hélium. Dans un noyau d'hélium, et en faisant cette fusion, on produit beaucoup d'énergie, plus que dans la fission. Donc, c'est plus avantageux. En réalité, le système est un peu plus compliqué. On ne prend pas de l'hélium, on prend du deutérium et tritium, qui sont des isotopes de l'hélium. Mais principalement, c'est cela. On prend les éléments les plus simples, on les fusionne, ils deviennent un autre élément très simple, l'hélium. Qu'est-ce qu'il fait dans ce moment notre Soleil? Il prend de l'hydrogène et les fonde et les devient de l'hélium. Et en faisant cela, c'est le procès peut-être le plus énergétique que la nature connaît. Et un projet constructif, parce qu'au lieu de casser de la matière, on la construit et ça donne de l'énergie. C'est très 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 beau, c'est très enthousiasmant. Monsieur Rossi, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de voir un clip qui va parler de la fusion, pour voir un petit peu maintenant en images tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. « 99% de la matière visible dans l'univers se présente dans un état tout à fait particulier. Pour la physique, cet état fut longtemps un mystère. Évidemment, les scientifiques voulaient comprendre. Ils espéraient ainsi trouver la clé d'une source d'énergie quasi inépuisable. Capter l'énergie cosmique des étoiles, la force de notre Soleil, et les amener sur Terre.
Notre Soleil brille depuis 4,6 milliards d'années, véritable boule incandescente d'hydrogène et d'hélium. Le réacteur de cet astre se trouve en son cœur. Ici, règnent des températures d'environ 15 millions de degrés. Les atomes d'hydrogène se composent de noyaux et d'électrons. Un état de la matière appelé plasma. Les noyaux d'hydrogène fusionnent, donnant des noyaux d'hélium et une énorme énergie. Mais à 15 millions de degrés, les particules ne sont pas assez rapides. Elles ont trop peu d'énergie pour pouvoir fusionner en quantité suffisante. C'est exact. Mais au cœur du Soleil règne une pression inimaginable. C'est elle qui rend possible les réactions de fusion. Oui, mais il est impossible de créer une telle pression ici sur Terre. Encore exact. C'est pourquoi les chercheurs ont dû utiliser une réaction un peu différente et surtout créer des températures de fusion bien supérieures. Plus de 100 millions de degrés. Or, chauffer le plasma n'était pas le principal problème. Le plus difficile était de maintenir la température du plasma dans la chambre de fusion. Car dès que le plasma entre en contact avec la paroi de la chambre, il se refroidit immédiatement. Les chercheurs ont donc dû faire flotter du plasma à 100 millions de degrés dans la chambre de combustion sans qu'il ne touche ses parois. Un jeu d'enfant. Vous riez, hein? Mais c'est exactement ce qu'ils ont dû essayer. Et en utilisant une force que vous connaissez bien. Le magnétisme. Oui. Le plasma se compose de noyaux atomiques à charge positive et d'électrons à charge négative. Il peut donc subir l'influence de champs électriques et magnétiques. Tout comme ce crayon. On peut même l'enfermer dans un piège magnétique. De telle sorte qu'il ne touche pas la paroi de la chambre de fusion. Et se pourrait-il qu'un plasma, théoriquement, prenne une forme quelconque pourvu que l'on crée le champ magnétique nécessaire? Non, négatif. Les particules ne doivent pas s'échapper au pôle du champ magnétique. Et cela ne réussit qu'avec des plasmas annulaires. D'autre part, la forme des champs magnétiques doit leur permettre d'isoler au mieux la chaleur du plasma. Pour y arriver, une bonne compréhension du plasma était indispensable. Plus de 50 années de travail. Depuis la fin des années 1940, des scientifiques de nombreux pays ont tenté de comprendre les propriétés du plasma. Mais les résultats positifs étaient rares. Il fallut attendre la fin des années 60 pour que des savants russes annoncent d'étonnants succès dus à leur fameux tokamak. Une véritable fièvre s'empara du monde. Mais 10 ans plus tard, on en était toujours qu'au facteur 25 000 en deçà des performances exigées par un réacteur à fusion. C'est alors qu'en Grande-Bretagne fut lancé JET, le grand projet commun européen. En 1997, les chercheurs y obtinrent des résultats qui n'étaient plus qu'à un facteur 6 des conditions d'ignition d'un plasma. Jamais encore le grand feu solaire n'avait été aussi proche. Au début du XXIe siècle, on ne savait toujours pas si un réacteur à fusion était possible. Mais l'augmentation constante du prix du pétrole et du gaz risquait de déclencher des crises et aussi des guerres. De plus, il était clair que notre climat souffrait déjà assez des gaz à effet de serre. Il fallait donc de nouvelles sources d'énergie. Absolument. Pour la fusion, tout dépendait à présent d'un projet, qui avait été surtout rendu possible par la recherche européenne, le projet international ITER. En 2007, a commencé en France, à Cadarache, la construction du plus gros complexe expérimental de l'histoire de la fusion nucléaire. Hormis l'Europe, la Russie, le Japon et les États-Unis, participent également à ce projet la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Le réacteur d'essai devait montrer qu'il était scientifiquement et techniquement possible d'obtenir de l'énergie par fusion. Avec ITER, fut inaugurées les technologies essentielles en matière de fusion.
800 mètres cubes de plasma en fusion doivent produire 500 mégawatts. Environ 10 fois la puissance nécessaire pour chauffer le plasma. Mais ce que je ne comprends pas encore, c'est comment on extrait l'énergie pendant la combustion du plasma dans une centrale. Disons, comment l'énergie libérée se transforme-t-elle en électricité? Les matières premières nécessaires à la fusion existent sur Terre en quantité pratiquement illimitée. De plus, 1 gramme de combustible renferme l'énergie de combustion de 11 tonnes de charbon. Le processus de fusion des 2 isotopes d'hydrogène, deutérium et tritium, donne naissance à un noyau d'hélium et un neutron. 80% de l'énergie se trouve dans les neutrons. Ils ne sont pas chargés et s'échappent donc rapidement du piège à miroir magnétique. Ils sont freinés par des parties de la paroi, donnant de l'énergie calorifique, laquelle peut à son tour être transformée en énergie électrique, exactement comme dans une centrale au charbon. L'énergie de 11 000 kg de charbon dans 1 gramme de combustible? Ça a l'air assez incroyable. Mais le plasma est très mince. 1 gramme de combustible occupe les 1000 mètres cubes d'une chambre de combustion. Par ailleurs, le plasma ne peut être maintenu que grâce à des paramètres parfaitement adaptés. La moindre perturbation coupe la réaction de fusion. Un emballement est donc impossible. Ok, passons à un dernier test. Vous avez exactement 30 minutes pour trouver la fin de l'histoire. Je veux un dossier très complet. Que doit-on à ITER? Quand sont nés les premiers réacteurs à fusion? Et combien d'énergie de fusion consommons-nous chaque année en Europe? Dans la prochaine unité de physique, nous parlerons des possibilités liées à la téléportation. Retour au XXIe siècle, hein, au début du XXIe siècle, ici au CERN à Genève, il est précisément 17h26. Monsieur Rossi, ITER, petit soleil qu'on construit dans le sud de la France, qu'est-ce que c'est et quel est le lien avec le CERN? ITER, c'est vraiment une grande machine, c'est vraiment, je voudrais dire, l'héritier technologique du LHC. Il emploie les mêmes technologies, c'est vraiment une machine incroyable et il a l'énergie stocké 4 fois plus que les LHC, entre 3 et 4 fois. Et dans un volume plus petit, parce que les LHC c'est quand même sur 27 km, c'est un petit tunnel, mais 27 km. ITER c'est concentré, c'est un peu comme le détecteur Atlas x4, x4, x5. Donc c'est vraiment une machine complexe, mais comme j'ai dit, les technologies sont vraiment les mêmes. On utilise de la supraconductivité, des grands aimantes, de la cryogénie, du vide, de l'ingénierie électrique très similaire à l'LHC, des situations, comment dire, des systèmes de contrôle très similaires. Donc, d'un point de vue technologique, c'est vraiment l'héritier de l'LHC. Donc il y a des échanges entre ITER et le CERN en permanence, d'idées, de technologies, de personnes même, j'imagine. Des personnes, oui, vous avez bien dit, c'était même normal qu'en terminant les projets LHC, il y avait aussi même un problème d'avoir trop de personnel. Heureusement, pas mal, parmi notre meilleurs ingénieurs, on a été embauchés par ITER. Et donc, il se trouve là. Mais en plus de cela, ITER, il a nous demandé, en reconnaissance la qualité technologique du CERN, qui était de la base de toujours et amplifiée avec les LHC, il a nous demandé de faire des contrats, des collaborations pour un transfert de technologies ou pour étudier des problèmes. Par exemple, nous sommes le laboratoire de référence pour ITER pour les mesures du supraconducteur, que bien sûr, comme pour les LHC, c'est un peu le cœur de la machine, ITER. Dans le domaine de la supra, dans le domaine de la mécanique fine, dans le domaine du vide et dans le domaine de la cryogénie principalement. Mais aussi des autres technologies, par exemple les systèmes, la fibre optique en présence des radiations. C'est très compliqué qu'on comprend comment la fibre optique répond aux radiations. C'est intéressant pour les LHC, c'est intéressant pour ITER, donc on fait un travail commun. Ça sont quelques exemples. D'accord, donc une véritable circulation européenne des idées, des technologies et des chercheurs et des chercheuses.